toute nouvelle émission Ça va brasser. Au cours des 13 prochaines semaines, je vous invite à parcourir le Québec avec moi pour rencontrer des brasseurs de chez nous. Chaque semaine, une microbrasserie, ses artisans et de la bonne bouffe. Aujourd'hui, Montréal nous attend et c'est chez Dieu du ciel que ça commence. On va rencontrer le brasseur Jean-François Gravel. Jean-François, l'histoire de Dieu du ciel, ça a commencé comment? Bien, en fait, comme beaucoup de brasseurs au Québec, mais aussi en Amérique du Nord, de la nouvelle vague de microbrasserie, si on peut dire, ça a commencé à la maison. Fait que moi, à 19 ans, j'ai commencé à brasser à la maison avec à partir d'extraits. C'était surtout parce que ça t'avait de la bière pas chère. Fait que, en tant qu'étudiant, c'est pratique. En tant qu'étudiant, c'est ça. Tu as un beau partant en perspective. Fait que tu sors d'extrait, tu brasses ça dans une chaudière. Puis ça donne un produit correct quand même. Puis à ce moment-là, c'était quand même vraiment sporadique. Et puis, tranquillement, pas vite, bien, je buvais quand même de la bière de microbrasserie. Les premières étaient déjà un petit peu sur le marché. Il y avait des bières importées. Fait que mon cœur s'ouvrait à la bière de qualité. Fait que, en brassant sa bière, tu te dis, ouais, ça serait le fun que ma bière soit bonne. Puis tu commences à acheter des livres, puis tu perfectionnes un peu ta technique. Et puis, c'est devenu un peu plus sérieux au fil du temps. Justement, j'ai amené mon premier grimoire. La Bible de Jean-François? La première Bible de Jean-François, c'est un beau cahier Ilroy. Fait que c'est peut-être plus à partir de janvier 93, c'est vraiment devenu sérieux. J'ai commencé un peu à loguer mes recettes d'un style à l'autre. Je m'essayais. J'ai commencé à penser à un nom pour ma brasserie maison, sans vraiment prétention. Tu vois, j'avais appelé ça la Dieu du ciel. C'est là que ça a commencé, en 93? Oui, en 93. Au mars 93, j'avais commencé à nommer un peu ce que je faisais. Puis bon, un jour, je me suis dit, bon, c'est beau les extraits, mais il me semble que j'ai pas ce que je veux. Puis je suis tombé dans une boutique et ils m'ont vraiment convaincu. Écoute, faut que tu y ailles avec tout grain. L'équipement était dispendieux quand même. Fait qu'il m'a donné une technique qu'on pouvait faire avec une passoire à spaghetti, un chaudron à spaghetti, un jug de verre qu'on trouve au recyclage. Mais ça fait 4 litres. Mais j'ai dit, bon, au moins, tu le fais à partir du grain. Ça a été une révélation. J'ai dit, ça y est. OK, là j'ai compris. Là, j'ai du body. Là, c'est 100 fois meilleur. Il faut que je m'équipe. Ramasse tes petits scènes noires parce que j'étais à l'université, j'étais pauvre comme ça se peut pas. Puis, let's go, on s'équipe d'un gros chaudron, puis on passe tout grain. Puis les choses sont mises à débouler, à brasser vraiment de façon régulière, une fois par semaine. Puis il y a même des premiers noms qu'on utilise encore qui sont apparus, comme Voyageur des Brumes, Rigor Mortis, Résurrection, Élixir Céleste. Des noms qui restent encore. D'après vous, combien y a-t-il de microbrasseries au Québec présentement? Entre 20 et 40, 80 et 100, 100 et 150 ou plus de 200? Après la pause, on vous donne la réponse à notre question et on grimpe avec Jean-François Gravel chez Aléop. À la question « Combien y a-t-il de microbrasseries au Québec présentement? » La réponse est B. Effectivement, on a 85 microbrasseries au Québec. On s'attend au moins à une centaine de microbrasseries vers la fin de l'année. Jean-François, tu adores l'escalade, tu tripes là-dessus. Ça a commencé quand ton goût de grimper partout? Ben écoute, j'ai eu la chance de grimper à 14-15 ans dans un organisme de jeunes qui s'appelle le Club des jeunes de la petite ville où j'étais, à l'Épiphanie. Et puis, c'est sûr, on voyait des images de gens qui grimpaient sur la roche, puis ça m'a donné la chance de l'essayer. Puis ça m'a allumé quand même assez rapidement. Depuis que tu as commencé à en faire, justement, tu t'entraînes-tu beaucoup? Il y a eu des périodes où j'en ai fait beaucoup, où j'avais peut-être plus de disponibilité. C'est sûr qu'une entreprise, une famille, ça occupe beaucoup de temps. Surtout quand tu roules 2 brasseries en plus de tout ça. Je dirais que j'en fais pas assez à mon goût. Qu'est-ce que tu fais comme style d'escalade? Ce que j'aime surtout, c'est faire des grandes voies. C'est sûr qu'à l'intérieur, ça me plaît parce qu'on peut le faire l'hiver. Mais
c'est plus un peu comme un entraînement. Et puis, de faire plusieurs longueurs dans la soirée, puis de monter, finalement. Les beaux endroits au Québec pour faire de l'escalade, c'est où que ça se passe? Il y a plusieurs. Val-David, parce que c'est proche de Montréal, puis il y a vraiment toutes sortes de niveaux. Sinon, à Kamouraska, c'est vraiment c'est la vue sur le fleuve. On peut faire soit du premier cordé, il y a des plaquettes c'est déjà tout équipé pour le faire. Ça, c'est probablement le paradis. Là. C'est un sport extrême quand même. C'est un peu fou. Il faut aimer le danger, il faut aimer se mettre au défi. Au défi, oui, mais est-ce que c'est dangereux? Je pense que les équipements modernes, c'est sûr qu'on regarde qu'on s'était fait avant ou vraiment des situations d'alpinisme très, très haut. Peut-être, mais je pense que de l'escalade moderne, ça demeure très, très safe si c'est bien fait. Le problème, c'est quand tu commences à pousser les limites ou c'est mal fait, où les gens ils suivent pas assez de formation. T'as 2 enfants, je pense? Oui, j'ai 2 petites filles. En fait, j'ai 3 enfants. J'ai un garçon de 21 ans, 2 petites filles, 10 ans et 4 ans. Pensez que tu vas réussir à entraîner les petites filles en escalade avec toi ou c'est peut-être déjà fait? En fait, oui. 4 ans, quand on va dans les parcs, disons, ça grimpe beaucoup. 10 ans, celle de 10 ans, ça fait déjà plusieurs années qu'on l'amène dans un centre d'escalade. On la fait grimper. Elle aime bien ça. Penses-tu que je pourrais en grimper une? C'est certain. Excellent. On aime la bonne bière et on a demandé à nos brasseurs de relever un défi tout spécial au cours des 13 prochaines semaines. Madame, messieurs les brasseurs, merci d'être parmi nous aujourd'hui. On vous a réunis pour une seule et unique raison. On voudrait avoir une bière spéciale pour l'émission Ça va brasser qui débute. Donc, pourquoi pas rassembler 13 brasseurs, 13 pros qui vont nous faire un brassin inédit. Et aussi, on en profite pour souligner l'anniversaire de Mario Dair, qui sera notre virologue pour toute la saison. Bon anniversaire, santé. Donc, pour ce brassin spécial, est-ce qu'il y a des intéressés parmi vous? Ça vous tente? Oui, absolument. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des idées? Ça ressemblerait à quoi, cette bière-là? Je pense que ça va être long avant qu'ils décident. Je vais les laisser en parler. On s'en reparle plus tard. Au cours des prochaines émissions, suivez nos 13 brasseurs qui vont créer une bière spéciale Ça va brasser. Du brassage jusqu'à l'embouteillage. Et cette édition spéciale sera disponible pour le grand public à la fin de la saison. Après la pause, Jean-François nous fait découvrir ce qui se brasse chez lui à la brasserie Dieu du ciel. Jean-François, qu'est-ce que tu brasses comme style de bière ici? En étant parti comme brasseur maison, j'avais la chance de pas vraiment me concentrer sur un style en particulier. J'ai toujours aimé goûter des choses différentes, puis j'aime brasser des choses différentes. On s'est vraiment inspiré de différentes traditions brassicoles, comme britanniques, allemandes, belges. Puis à travers de tout ça, on les a adaptés un peu à ce que j'appelle maintenant des bières du Nouveau Monde, tu sais. Mais on pourrait peut-être mélanger telle tradition, puis des épices. Mais maintenant, on utilise des épices qui viennent du Japon pour faire certaines créations. Et puis, ça nous permet vraiment d'avoir une signature du ciel. On se permet dans les festivals, souvent, les gens s'attendent à avoir quelque chose de nouveau. On fait une création un peu flyée qu'on pense pas nécessairement rebrasser, mais que finalement, des fois, les gens accrochent tellement qu'on la rebrasse, comme la rosée d'hibiscus. C'en est un exemple. J'avais vu un reportage à la TV sur le jus de bissap, qui est un jus d'hibiscus qui est fait en Afrique de l'Ouest. Je m'intéressais à ça, je m'en suis fait un petit jus à la maison. C'est intéressant. Là, j'ai comme une lumière qui s'est allumée. Avec une bière de blé, ça pourrait être le fun. La bière va être rose. Le monde va trouver ça drôle. Tout le monde va en parler. OK, on fait ça. Ça va faire un gros happening pour un festival. Mais le monde a tellement accroché là-dessus que, OK, ça a passé vite. On va leur brasser une deuxième fois aux pommes, puis une troisième, puis une quatrième. Puis là, quand on est arrivé à penser qu'est-ce qu'on allait mettre dans les bouteilles, je me suis dit, t'as pas le choix. Faut que tu mettes la rosée d'hibiscus en bouteille. Fait que j'aurais jamais pensé qu'une folie de festival de même aurait fini en bouteille. Mais c'est des choses qui arrivent. On trouve quoi sur les tablettes comme produit par rapport à ce qu'on a ici en fût? Il a fallu faire une sélection de produits par rapport à tous les produits qu'on avait. Par exemple, on a la Pêche Mortelle, qui est notre Imperial Coffee Stout, notre Stout Imperial au café, une stout à 9,5 % dans laquelle on fait une infusion généreuse de café. Donc, le café est très présent, mais c'est une bière qui est très ronde pour pouvoir contenir ce café-là avec une belle texture soyeuse. On a aussi, comme justement, on a des produits qui apparaissent une fois par année, qu'on appelle la série Momentum.
Donc, on fait 1 ou 2 ou 3 brassins et puis on met tout en marché en même temps, comme la Rigor Mortis Apt, qui est une brune d'inspiration monastique, un peu comme les moines trappistes pouvaient brasser. Ça, c'est plus liquoreux, légèrement mocha, un peu raisin même. C'est aussi une bière assez forte en alcool. On parle d'une bière à 10,5 qui vieillit très, très bien. On a la Charbonnière qui est une bière fumée, qui est faite à partir de mâle qui a été fumé. Ça, c'est plus une bière qu'on aime ou qu'on déteste. Elle aussi, c'est une bière qui apparaît seulement une fois par année. Un autre momentum qu'on a, c'est la Chamane, qui est une Imperial IPA ou une Double IPA, dépendant comment c'est nommé. Alors, c'est une bière qui est encore une bière forte, une bière à 9 %. C'est pas une bière qui est extrêmement amère, mais c'est une bière qui est très houblonnée au niveau du bouquet, au niveau de la saveur fraîche du houblon, qui est une bière ambrée. Pas trop de sucre pour vraiment laisser la place à tout le houblon. Ton coup de cœur dans tes bières? C'est dur à dire. Je sais que c'est dur, vous en avez trop, mais dur, t'en as sûrement quelques-unes qui sont toujours au je dirais la Solstice d'hiver, mon Barley Wine, c'est une bière que j'adore boire en petite quantité. C'est une bière forte quand même, mais beaucoup, beaucoup de complexité, une belle amertume, c'est bien balancé par le corps, par le malt. C'est une bière qui vieillit bien aussi puis qui change. Fait que quand elle est fraîche, le houblon est croquant, vieillissant, devient un peu plus liquoreuse. Fait que ça, c'est une bière que j'aime beaucoup voir évoluer. Sinon, la dernière volonté, qui est une blonde belge, mais encore là, plus Nouveau Monde, parce qu'on y a mis peut-être plus de houblons que traditionnels, des houblons qui sont américains. On fait une technique qu'on appelle du dry hopping, du houblonnage accru. Donc, après la fermentation, on rajoute du houblon pour avoir un punch aromatique de houblon incomparable. Ça, c'est une bière que je bois de façon très, très régulière. Je suis en amour avec cette bière-là. Tu dis quoi aux gens qui trouvent que la bière de microbrasserie, ça coûte plus cher? Il y a un choix à faire. Hein? Est-ce que c'est la quantité ou la qualité qui compte? T'sais? Au niveau de la production, c'est souvent produit en plus petite quantité. Donc, au niveau de la main-d'œuvre, il y a beaucoup plus de main-d'œuvre. Il n'y a pas d'économie d'échelle. Même au niveau des ingrédients, on ne coupe pas avec du sirop de maïs, des choses comme ça. J'aime autant prendre une bière qui me coûte un peu plus cher, mais qui me satisfait pleinement au niveau de la saveur, au niveau de la complexité. Souvent, on la boit moins vite, elle reste plus longtemps dans notre verre, qu'une bière qui, finalement, est designée pour ne rien goûter. T'sais. Donc, si je paye pour quelque chose qui est designé pour ne rien goûter, non, moi, je pense que ça coûte cher, ça. Merci, Jean-François. Santé. Santé. Voilà une série d'émissions sur les microbrasseries québécoises. Mais c'est quoi au juste une microbrasserie? Officiellement, c'est une question de taille. C'est une brasserie indépendante où la production n'excède pas 300 000 hectolitres. Pour mettre ça en perspective, les microbrasseries occupent seulement 7 % du marché québécois, tandis que les trois grandes, Molson Coors, Labatt et Sleeman Sapporo, occupent presque tout le reste. Les plus vieilles microbrasseries, comme Caslin, RJ et Boréal, ont chacune autour de 1 % du marché, au Québec seulement. En contraste, la multinationale Anheuser-Busch InBev, propriétaire des brasseries Labatt et Alexander Keith's au Canada, occupe 25 % du volume mondial. Mais au-delà des chiffres, une microbrasserie, c'est une attitude et une approche complètement différentes. Nous visons la qualité, pas la quantité. Nos consommateurs sont aventuriers, pas conformistes. Nous sommes passionnés par nos produits, pas par nos parts de marché. Nous cherchons à brasser des bières de caractère, pas des bières passe-partout. Nous misons sur l'éducation, pas sur la publicité de masse. Nous sommes des artisans d'ici, des chefs cuisiniers qui veillons à la qualité et à l'intégrité de nos produits. Notre but, c'est de partager avec vous notre passion pour la bonne bière. Après la pause, un accord bien rimé avec Mario Dair au restaurant Les 400 coups. Du Dieu du ciel et la bonne bouffe, on est aujourd'hui au restaurant Les 400 coups dans le Vieux-Montréal. On vous sert ici une cuisine locale saisonnière et nos invités autour de la table aujourd'hui. Stéphane Ostigui, président-directeur idéologique chez Dieu du ciel. Jean-François Gravel, maître brasseur également chez Dieu du ciel. Mario Dair, notre biérologue, qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Isabelle Charbonneau, pilote chez Dieu du ciel. Et pour terminer, Marc-André Jeté, propriétaire ici du restaurant Les 400 coups et chef, bien entendu. Bonsoir. Jean-François, qu'est-ce qu'on boit pour commencer? Alors, la première bière qu'on a pour ce soir avec le repas, c'est la Charbonnière. Alors, la Charbonnière, c'est une bière faite avec du malt fumé. C'est une bière qui est rousse, avec une couleur un peu
caramel qui va avoir des arômes, évidemment, de fumée qui vient du malt qui a été séché en présence de fumée. Mario, qu'est-ce La que bière c'est? fumée. L'histoire de la bière fumée. C'est la bière avec du malt de fumée à l'intérieur qui va donner sa signature de fumée. Si on remonte le temps de l'histoire, on arrive à une époque où, quand on fait le malt, il a été mouillé, on doit le faire sécher pour pouvoir l'utiliser dans le brassage. Et on le fait sécher, on développe des techniques de séchage rapide avec du feu de bois. Et le feu de bois va dégager de la fumée qui va rendre des saveurs de fumée dans à peu près tous les styles de bière qu'il y a sur Terre à ce moment-là. Ce qui arrive, c'est qu'avec la révolution industrielle et avec les améliorations technologiques, on est en mesure de développer du malt qui goûte presque rien, qui va goûter de plus en plus la céréale, qui va goûter de plus en plus le malt blond qu'on connaît de nos jours. Et moi, personnellement, quand je vais chez Dieu du ciel, alors je dis pas ça parce qu'ils sont là, mais c'est ma bière classique depuis l'ouverture, il y a une douzaine d'années, 13 ans. Quand j'arrive chez Dieu du ciel, il faut que je commence ma dégustation avec une charbonnière. Est-ce qu'on y goûte? On fait un toast. Un petit toast, tout le monde? Un toast. Santé. Santé. Marc-André, est-ce que tu as un premier clin d'œil à nous offrir? Je vais aller en cuisine, travailler là-dessus. Je vous apporte ça dans quelques secondes. Alors, la première assiette. Haricots mimolette. Vous avez des points de mayonnaise à la noisette, pain fumé et oignons cipollini. Ce sont des oignons doux, italiens, plus sucrés, qui sont marinés à la rescousse. C'est mon premier clin d'œil. Bonne dégustation. Ah, merci Marc-André. Merci. Mario, la mimolette. C'est de la poésie dans notre assiette. Chaque bouchée est une strophe différente. Chaque strophe est unie par le fromage. Quand on prend une gorgée de bière, c'est une explosion de la fumée. C'est vraiment, on entre carrément dans le fumoir. Et tout de suite après, lorsque le feu d'artifice s'éteint en arrière-goût, c'est le caramel qui s'unit au caramel de la bière et ça devient une fusion de douceur, tout fait en nuances gustatives. Et chaque ingrédient qu'on a pris dans la bouchée en question revient évoquer le souvenir de son passage sur notre palais. Moi, je suis vendue à la bière fumée, c'est en partant, là. Mais j'avoue que c'est particulièrement bon. La bière ressort bien et le mets aussi. Le fromage de mimolette est quand même assez salé, c'est assez minéral. Et puis la bière vient moduler cette minéralité-là. Mais oui, ce que j'aime beaucoup en fait de ce mariage-là, c'est ce qui est assez rare en fait dans les mariages bière-beau, c'est l'amplification de la fumée qui se passe dans ce cas-là, que Mario a décrit tantôt, qui est assez incroyable et assez rare. Une deuxième bière au menu ce soir. Jean-François, qu'est-ce que tu as pour nous? Alors, pour le deuxième mariage, on y va avec un classique du ciel, si on peut dire, la Péché Mortel, qui est notre stout impériale au café. Ce qu'on appelle les stouts, c'est des bières noires qui sont faites avec de l'orge qui est torréfié ou du malt qui est torréfié. Le terme impérial vient signifier que c'est une version forte de ce style-là. L'Imperial Stout a une histoire. C'était des bières qui étaient destinées à être exportées, dans ce cas-ci, de l'Angleterre vers la couronne de Russie. Et au café, c'est qu'on a fait une infusion de café dans cette bière-là parce qu'en fait, je suis un grand amateur de café. Je voyais au début de notre endroit de la brasserie, on voyait souvent des mocha, porter, des coffee stout. Et encore là, le café était souvent encore là à dose homéopathique. Si on dit, ouais, j'ai l'impression de goûter du café. Moi, quand on va faire une bière au café, là, on se posera pas de questions sur c'est du café. Ben, c'est exactement ça qu'on a fait. Alors, en accord avec des plats, quand on parle de café et on parle d'alcool, on parle d'une bière facile. Alors, une bière courailleuse qui aime courtiser plusieurs plats différents. On parle du dessert, on parle de salade, on parle de paquet de choses. Alors, c'est absolument certain que le plat qui va nous être servi va être enjolivé par la bière. Marc-André de retour. Qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Ton deuxième clin d'œil. Alors, pour aller avec votre prochaine bière, on a la croquette de boudin. Donc, croquette de boudin maison qui sera avec une purée d'abricots à la moutarde, donc graines de moutarde et un peu de moutarde de Dijon qui est mélangée avec des abricots. Ouais.
vous avouer que j'adore le boudin. J'étais très, très heureux de ce challenge-là, de marier ça avec une bière. Je trouve que la Péché Mortel, c'est un super beau match. Ce que je constate, moi, c'est que la bière s'est sentie frustrée de ne pas être invitée dans le boudin. Alors, dès qu'on prend une gorgée de bière après le boudin, c'est vraiment un effet de chocolat. Alors, le boudin, tout ça, il est très bien adouci par la moutarde, aux pêches, aux abricots, qui rend déjà, dans la première bouchée, le boudin très agréable. Et quand la bière arrive, c'est pas une entrée, c'est un dessert. Alors, il y a beaucoup de sucré qui se développe, il y a beaucoup de café et du chocolat crème qui se développe en étalement, en arrière-goût, et ça devient très somptueux. Je suis surprise. Je pense que c'est une bonne façon d'apprécier le boudin que de le prendre avec une Péché Mortel. Donc, c'est réussi quand même. Tout à fait. Et merci à vous d'avoir été là. Je pense qu'on peut porter un toast également au chef, Marc-André, qui se joint, qui arrive juste à point. Chef. Merci, c'était délicieux. Santé! On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Ça va brasser. Je suis la meilleure, je suis la meilleure. Il manquait de longueur de jambe, je pense. Après la pause, on tombe sur le rien.